Pourquoi, au fond, devrait-on faire le lien entre nazisme et guerre ? Sur les 12 années d'existence du régime et les 24 du parti nazi, seules 6 d'entre elles furent marquées par la guerre, cette seconde guerre mondiale qui bouleversa l'Europe et lui donna son visage actuel. On pourrait même forcer le trait. Pour la population allemande sous domination nazie, la confrontation à la guerre ne dura pas plus de 2 ans. Les éléments les plus fondamentaux du vécu de guerre, bombardements et privations alimentaires, ne se manifestèrent que dans la dernière année de la guerre. Comme expérience sociale, la guerre pourrait ainsi apparaître comme relativement marginale dans la manière dont fut perçu le nazisme. L'outrance même de ces premières affirmations ne peut pourtant masquer la centralité fondamentale de la guerre dans le nazisme. Tous les hommes qui intériorisèrent l'idéologie nazie et parvinrent à des postes de responsabilité dans le Troisième Reich avaient en commun une expérience centrale, une expérience dont jamais ils ne se départirent, celle de la Grande Guerre. Ils l'avaient certes vécue de façon extrêmement hétérogène, les uns au front, les autres à l'arrière, les uns adultes, les autres enfants. Tous, pourtant, la vécurent comme une période matricielle. Pour comprendre le nazisme tel qu'il fut appréhendé par les hommes qui le mirent en place et décidèrent l'extermination de millions d'individus, juifs pour la plupart, c'est d'elle qu'il faut repartir, pour tenter de comprendre le rapport qu'entretenaient ces hommes et le nazisme à travers eux avec la guerre. Cela nous permettra dans un second temps de mieux appréhender à travers les modalités de sortie de guerre de l'Allemagne la façon dont le nazisme apparut et ce qu'il représenta pour les hommes qui y adhérèrent. La guerre qui éclata en 1939 en Pologne sera le point de départ d'une troisième interrogation, portant sur le chemin qui mena les nazis de la guerre à l'expérience génocidaire en Russie, expérience tout à la fois consentie et traumatique pour ceux qui y furent impliqués. Il faudra ensuite tenter de comprendre comment les nazis mirent au point la machine génocidaire et comment ils prirent la décision d'assassiner tous les juifs d'Europe avant de se pencher, dans une 5e séquence, sur l'application d'un programme exterminateur mis au point en 1941-1942 et appliqué jusqu'en 1944. Enfin, une dernière partie s'interrogera sur le lien entre expérience de guerre, perspective de défaite et disparition du nazisme. Les hommes qui exercèrent des responsabilités au sein du Troisième Reich ou qui militèrent dans l'appareil du NSDAP appartenaient pratiquement tous à 2 générations qui avaient subi de plein fouet le choc de la Grande Guerre. On a déjà beaucoup parlé de la nouveauté de cette guerre de matériel, beaucoup disserté sur l'anonymat des combattants, leur écrasement dans des champs de bataille qui dépassaient la dimension humaine. Il n'est pourtant pas inutile de faire retour sur cette expérience pour tenter de comprendre le nazisme. La première des réalités auxquelles furent confrontées les sociétés qui se jetèrent dans la guerre en 1914 fut la mort de masse, inouïe. Plus de 1000 morts par jour et par nation pendant plus de 4 années. Autant d'avis de décès ou de disparition transmis personnellement à la famille des soldats victimes. Autant de cercles de deuil qui bouleversèrent la vie de société qui durent s'adapter à cette réalité-là. Celle-ci n'était supportable et ne fut endurée si longtemps que parce que chacune d'entre elles mit en place un discours social très largement diffusé, expliquant, interprétant, donnant son sens à la guerre. Dans tous les pays, la guerre fut ainsi conçue comme une guerre défensive, un gigantesque combat opposant la civilisation et la barbarie, une guerre qui devait décider du destin de la nation tout entière. En cas de victoire, elle devait s'ouvrir sur un nouveau monde, une ère de paix et de prospérité, et les hommes qui, sur le front, exprimaient cette espérance, retrouvaient souvent pour le faire les mots du millénarisme chrétien, cette croyance en une ère de 1000 ans de bonheur précédant le jugement dernier, et ce sans toutefois que Dieu fût toujours invoqué. Un jeune enseignant allemand l'exprimait ainsi dans une lettre à sa mère. « Ma chère mère, je dois t'écrire une lettre toute spéciale et essayer d'exprimer ce que j'aimerais dire, comme une sorte de consolation, car Éric est lui aussi devenu l'un de ceux qui a aidé à construire le futur d'une grande Allemagne avec le sang et la force de son cœur. La guerre nous a puissamment montré que notre vie avait un tout autre sens que celui de se dérouler dans les voies normales d'une vie familiale et bourgeoise. Elle appartient à la part d'un but grand et sacré. Ce but, nous ne le connaissons pas.
Il a été implanté en nous depuis l'éternité et nous conduit vers quelque chose de grand, d'éternel. Nous le pressentons. Dieu forge maintenant de grandes voies à l'histoire mondiale et nous sommes les élus, l'outil élu. Devons-nous réellement, vraiment en être heureux ? Autour de moi tout verdit et fleurit, et les oiseaux sont exubérants de joie dans la lumière. Combien plus beau et plus grand sera le grand printemps d'après la Grande Guerre. L'immense espérance d'un nouvel âge d'or formait ainsi le cœur de la culture de guerre, pour donner sens au deuil et à la mort de masse. Cette culture de guerre pourtant était par ailleurs essentiellement structurée par la représentation d'un ennemi marqué au sceau de la malignité et de la violence. Tous les belligérants produisirent et médiatisèrent, sous forme d'objets du quotidien, de caricatures, d'une intense production journalistique et institutionnelle, un récit circonstancié des violences mises en œuvre par l'ennemi lors des phases d'invasion. Violence des francs-tireurs belges ou des Cosaques russes, violence des armées allemandes d'invasion, toutes les pratiques de cruauté et de violence qui émergèrent brusquement dès les premiers jours du conflit à l'occasion des invasions furent ainsi largement médiatisées et servirent de preuve de l'inhumanité d'un ennemi barbare. Face à une telle figuration de l'ennemi, les enjeux du conflit se radicalisèrent. Il s'agissait d'un combat pour la sécurité de la nation, menacée dans son existence même. L'Allemagne perçut ainsi le blocus mis en place par l'Entente à partir de 1915 comme une véritable guerre contre les femmes et les enfants. Une guerre qui leur coûta, d'ailleurs, plusieurs centaines de milliers de victimes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.